C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau pour cette édition de la mi-journée sur la DIR-TV internationale. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. Inaugurée samedi dernier par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, la ligne très haute tension Djambala-Lekana a été construite par une expertise locale composée des cadres et agents des EKRC, entendez par là, Énergie électrique du Congo. Une dernière inspection de l'ouvrage a été faite par le directeur général de cette structure. C'était peu avant son inauguration. Sur place, Armel Christian Zingamioko, voici ses notes de reportage. Cette ligne électrique ici mise sous tension par Denis Sassou Nguesso est longue de 48 km. Les travaux commencés par la société indienne Overseas Infrastructure Alliance, OIE, se sont arrêtés. Énergie électrique du Congo a pris le relais, réalisant seul les travaux malgré le type de matériel pas vraiment adapté aux réalités congolaises. Cette ligne électrique prend son départ au poste de transformation très haute tension de Djambala. Bravant les intempéries et le relief accidenté, les agents d'énergie électrique du Congo se sont attelés à la tâche avec la main-d'œuvre locale transformée en tâcheron de circonstances. Les travaux ont duré 2 mois et 13 jours. Pour tenir les délais, des équipes ont été constituées. Avant d'atteindre les Lekana, une dérivation d'1 km 600 mètres a été réalisée pour électrifier le village d'Ongolo-Kila. Point d'arrivée à Lekana, le poste de transformation 33/20 kV. 2 points d'arrivée, très haute tension pour 2 transfos. À la sortie des transfos, les 20 kV sont acheminés vers les armoires qui alimentent la ville. La société adjudicataire de travaux était la société indienne OIA. Ils ont eu d'énormes difficultés à réaliser ce projet et vu les attentes des populations, le gouvernement a décidé au mois d'octobre de nous confier cette mission de réaliser ces travaux-là parce que le peuple en avait besoin. On a travaillé durement sous la pluie parce qu'il pleuvait pratiquement tous les jours et avec les difficultés de relief, on a commencé les travaux le 24 octobre et le 13, nous avons fait nos premiers essais. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter nos jeunes travailleurs de notre société qui ont compris la philosophie, la nouvelle philosophie de l'entreprise. Féliciter, remercier également les habitants, les populations de Djambala et de Lekana. Ces travaux rentrent dans le cadre du projet d'électrification rurale cofinancé par Exim Bank of India et l'État congolais. Prenons à présent ce coup de projecteur sur l'école primaire de Ngania. Elle compte plus de 100 élèves pour tous les cycles. L'école primaire de Ngania, disais-je donc, n'est animée que par un enseignant titulaire. Autre difficulté, l'école souffre d'un manque criard de matériel didactique. C'est un constat réalisé par Vincent Paul Koubemba et Michael Massamba. Murs rénovés, portes renforcées, toiture gardant l'architecture coloniale, nous sommes bien à l'école primaire de Ngania-Tsongo, construite depuis l'époque coloniale. Existante depuis 99 ans, cette école, qui a 2 bâtiments avec une capacité de 4 salles pédagogiques, fonctionne avec des classes multigrades. CP1, CP2, CE1 et C2 et SAM1, SAM2. Il est 7 heures passées de 40 minutes. Les jeunes sont encore dans la cour. Les filles jouent au nzango. Le petit prince et son frère écrivent des voyelles. La cloche sonne. Ils vont bientôt intégrer les salles de classe. Armand Ibarra encadre les CE1 et CP2. Cette classe multigrade a 43 élèves. Freddy Nkwa, directeur, a quant à lui la responsabilité des élèves du niveau SAM1 et SAM2. Ils sont 21 au total. Et au CEP 2021, il présentera 5 candidats, contrairement à l'année dernière où il avait 12 candidats. Quant au CP1 et CP2, malgré leur présence dans la salle, ils n'ont pas eu droit aux enseignements par manque de maîtres. Emmanuel Ikama, le prestataire, ne s'est pas présenté. Il est difficile pour Freddy Nkwa de mieux préparer les cours. C'est le fonctionnaire, c'est moi qui vous parle, le directeur. Les restes sont les prestataires, ils viennent se mettre comme ça. Il y a beaucoup de difficultés sur les manuels scolaires. Nous avions
ce qui est comme les documents capital, les livres programmes, qui est parfois utilisé qu'une seule école. Dans une école comme ça, il n'y a qu'un livre programme, mais les enseignants toujours les difficultés pour préparer les cours. Donc on doit en avoir que chaque enseignant a moins peut-être son livre programme pour préparer des cours comme ça. Et sans ça, il y a d'autres difficultés. À l'entrée de l'établissement, une pancarte renseignant sur la cantine scolaire. Malheureusement, il ne s'applique plus. Comme on est arrivé ici à Ghana depuis l'année passée, les PhD ne fonctionnaient plus. C'est pratiquement 3 ans que ça ne fonctionne pas. Certainement que l'année passée, on nous avait peut-être rappelé pour un séminaire à Gamboma que les écoles qui étaient tenues par le PhD, d'autres seraient prises par le PAB. Et nous étions participés à un séminaire. Bon, malheureusement, jusqu'alors, l'enquête n'est pas encore faite. On avait l'espoir sur cela. L'école n'a pas de mât, donc difficile de participer à la cérémonie de levée de couleur. Par manque de bureaux, quelques matériels didactiques faisant fonctionner l'école sont gardés dans la classe de SAM1 et SAM2. Le directeur n'a même pas une maison digne de son rang. C'est dans celle-ci, placée au fond de la cour, qu'il loge. Et puis, les facultés des sciences et techniques de l'université Mariengwabi, j'allais dire la faculté, pardon, a été honorée par l'un de leurs, en la personne de Inesta Amona, qui vient de recevoir le diplôme et la médaille d'honneur du laboratoire Didier Raoul de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, institut où il a fait ses recherches de thèse de doctorat. C'est un signe d'honneur lui a été décerné grâce à son implication et à son dévouement sur les tests de dépistage en masse des Français réalisés dès l'apparition de la Covid-19 en mars dernier. Mais on parle également des tests en rapport avec Ebola. La cérémonie relative s'est déroulée ce lundi à Brazzaville. Irma Okunziou et Jaurès Ekomba y étaient pour le camp de DRTV. Le doctorant Inestin Amona de la faculté des sciences et techniques de l'université Mariengwabi vient d'être honoré par le laboratoire Didier Raoul de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille. C'est un patron inscrit en biologie et qui a bénéficié d'une bourse de la coopération franco-congolaise, fait ses recherches sur les microbes qui passent de l'animal à l'homme, tels que Ebola et le Covid-19. Dans le cadre des travaux de recherche de sa thèse, Inestin a contribué à réaliser les tests de dépistage de Covid-19 en masse aux Français dès l'apparition de cette pandémie au début du mois de mars jusqu'en juin 2020. Grâce à son implication et à son dévouement, cet institut lui a décerné la médaille et le diplôme d'honneur. Une fierté pour ce doctorant qui interpelle les autres à s'impliquer davantage dans le travail. Je m'attendais à recevoir ce genre de récompense compte tenu des efforts et surtout de notre détermination dans le cadre de nos activités de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. C'est donc pour moi un grand honneur. Bon, le seul conseil que je prodigue aux jeunes qui sont dans la recherche, qu'ils puissent être déterminés, être confiants dans ce qu'ils font et avoir la volonté de travailler. Pour ces encadreurs de thèse et même le doyen de cette faculté, c'est un grand honneur pour ce jeune Congolais, car il vient de rehausser l'image de la faculté des sciences et techniques. Par la même occasion, ils ont exhorté les autres étudiants à s'inspirer de leurs collègues. Et puis revenons à présent sur cette vidéo, vous le savez, qui a fait le tour de la toile, une vidéo qui met en scène un jeune homme qui s'est fait agresser par des bandits à Massengo, recevant plusieurs coups de machette. Aux dernières nouvelles, eh bien, ce dernier, que nombreux considérés pour mort, a été acheminé dans un hôpital de la place où il reçoit des soins appropriés. Le reportage de la rédaction de DRTV vous est proposé ici par Christine Mathiona. La scène s'est déroulée à Massengo en fin de journée la semaine dernière. Un groupe de jeunes dit bébés noirs agressant un autre jeune attrapé dans la rue. Ce jeune habillé en pantalon blanc va être traîné dans leurs mouvements.
avant que celui-ci ne tombe et reçoive les coups de machette. Alors qu'il est à terre, ses bourreaux vont l'abandonner. Mais quelques minutes après, certains vont revenir pour bien l'achever. Cet événement bien triste se déroule en plein air au vu au sud de tous, certains préférant filmer que d'appeler la police. Ces images prises par téléphone par les témoins montrent bien la cruauté de l'action. Bras grièvement amochés, même la tête est touchée. La scène a laissé plus d'un sans voix. Les acteurs de la société civile, eux, sont montés au créneau et demandent une fois de plus la sécurité des personnes et de leurs biens. Le phénomène de bébé noir est en train de décimer les quartiers, de créer, si vous voulez, cette peur au niveau des villes. Il faut évidemment que la question soit posée aux responsables de ce secteur. La sécurité est assurée par des personnes. Ces personnes-là doivent nous dire pourquoi le phénomène n'est pas réglé. Nous sommes simplement la société civile ou bien les populations. Nous demandons que simplement qu'il y ait la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsque une personne, lorsque des jeunes prennent des machettes et qui commencent à couper un individu, un citoyen de la République, cela va au-delà de toute stupeur. Ce sont les images que nous avons vues pendant le génocide au Rwanda. C'est incroyable. Le directeur exécutif de l'Observatoire congolais de droits de l'homme, Trésor Ndila, lui demande une étude approfondie de ce phénomène sociétal. La solution, ce n'est pas d'exécuter ces jeunes en public, ce n'est pas de les torturer. La solution, c'est de prendre ces jeunes et les mettre devant les institutions habilitées. Posons-nous la question, pourquoi, qu'est-ce qui anime ces jeunes? C'est un phénomène sociétal. Il faut étudier ce phénomène. Si au départ, on découvre que c'est l'oisiveté, ces jeunes sont sans emploi, sans issue, et qu'à cause de ça, ils se livrent à de tels actes, mais l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Presque par miracle, le jeune agressé a pu survivre de cette ignoble agression. Et puis en rapport avec cette agression, Jean-Pierre Maïnga, directeur général de l'éducation physique, a fermement condamné donc cet acte ignoble. Il plaide pour la réouverture du centre de rééducation de Lovakou et l'implication de tous les acteurs pour éradiquer ces phénomènes. Il est au micro de David Martial Mossa et Roland Nyakekele. C'est des actes barbares, c'est des actes ignobles. On ne peut pas aujourd'hui, vous savez, moi c'est comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas aujourd'hui donner gratuitement la mort à des personnes, des paisibles citoyens. Déjà le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'emploie à faire que la paix règne dans le pays. Donc les populations se sentent en sécurité. On ne peut pas encourager ce genre d'actes au niveau de notre pays, non. Et d'ailleurs la politique du gouvernement dans ce cadre voudrait que les maisons d'éducation des jeunes soient encore réhabilitées. Le cas par exemple de la maison de Lovakou. C'est pour ça justement que, conscient de cela, que le gouvernement s'emploie à cela. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que cet acte-là c'est vraiment un acte à féliciter. Non, au contraire, c'est un acte à condamner fermement avec la dernière énergie. Nous travaillons dans l'intellect. C'est la conscientisation au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous prêchons. Donc, nous prêchons par le bon exemple, par l'éducation. Mais notre travail ne peut porter de fruits que lorsque toutes les couches s'impliquent. C'est un travail de transversalité parce qu'il faut associer là-dessus les pouvoirs publics, disons les confessions religieuses, la famille, et toutes les sensibilités nationales. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique peut faire un travail d'éducation, de formation, mais devant certains actes qui nécessitent la coercition, il faut bien qu'il y ait l'implication de la force publique. Il faut bien qu'il y ait la justice qui intervienne. Il faut bien qu'il y ait la famille qui intervienne. Il faut bien qu'il y ait les organisations qui interviennent. Donc,
une fois unies, toutes ces couches unies, toutes ces forces-là unies, sûr que ce problème-là sera plus ou moins éradiqué, sinon trouvera donc une solution. Changeons de registre à présent. La conférence interafricaine du marché des assurances connaît des changements en son sein, changements liés à son fonctionnement. La présidence tournante de la CIMA est désormais assurée par le Congo. À ce titre, le secrétaire général de la CIMA, Nchari Sofo, a été reçu ce lundi. À cet effet, le reportage est de William Okozinik. Depuis le 31 décembre dernier, le Congo assure la présidence tournante de la CIMA, la conférence interafricaine du marché des assurances, zone Afrique francophone qui comprend 15 États, via son ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganungu. La tradition à la CIMA voudrait qu'avant la prise de fonction du nouveau président du Conseil des ministres des Finances de l'organisation, le secrétaire général soit reçu par le président entrant pour transmission des dossiers et informations nécessaires au fonctionnement du Conseil de l'organisation ainsi que harmonisation des calendriers des assises. D'où l'audience accordée au secrétaire général de la CIMA par le président entrant. Parmi les questions à l'ordre du jour des échanges entre les deux personnalités de la CIMA, il y a la tenue du prochain Conseil des ministres des Finances de l'organisation qui se fera probablement par visioconférence, coronavirus oblige. La visite de ce jour avait pour but de le remercier et également de soumettre à son haute appréciation la convocation du prochain Conseil des ministres qui devrait pouvoir se tenir en visioconférence à partir du Brazzaville. Nous aurons certainement examiné déjà la nouvelle réglementation qui a été prise en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Les ministres pourront examiner toutes les modifications nouvelles qui ont été faites dans ce texte et qui ont pris en compte les dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. A noter que le Congo remplace la Guinée-Bissau à la tête de la présidence tournante de la CIMA. L'actuel secrétaire général achève son mandat en mars 2021. Les 15 pays de la CIMA, zone francophone, sont la République du Congo, la Centrafrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et les Comores. Et puis les élus locaux du conseil municipal et départemental de Brazzaville sont depuis ce lundi en conclave, ce à la faveur de la tenue de la 7e session ordinaire dite budgétaire de ce conseil, session qui durera 10 jours. Au menu de cette session, 5 affaires telles que nous le décrit David Martial Mossa et Michael Massamba dans cet élément. Le projet de délibération portant examen et adoption du programme d'investissement du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2021, le budget, ainsi que celui portant désinfection des véhicules de transport en commun circulant à Brazzaville en vue de lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Voilà entre autres affaires sur les 5 inscrites à l'ordre du jour de cette session. Les élus départementaux et municipaux ont au total 10 jours pour examiner puis adopter ces projets de délibération. Cette 7e session d'essence budgétaire se tient à quelques jours seulement de la présidentielle de mars 2021. À cet effet, le préfet du département de Brazzaville, Pierre Sébert Iboko Unanga, a saisi cette opportunité pour exhorter les membres du conseil départemental et municipal à inciter les populations et les encourager à l'observance des valeurs cardinales de tolérance, de paix et du vivre ensemble dans la diversité. Ouvrant les travaux de cette 7e session budgétaire, le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bontimba, est revenu sur les principaux axes du projet de budget soumis à l'examen. Renforcement des capacités des cadres et agents et élus locaux, amélioration des conditions de travail des agents par une dotation en équipement, acquisition d'une station d'enrobé, amélioration de la gestion financière par la modernisation des services des finances
et la maîtrise des contribuables en vue de la maximisation des recettes. Poursuite des travaux de voirie avec la réhabilitation des ouvrages et le pavage des nouvelles voiries. Assainissement par le curage des collecteurs et par la propriété dans les marchés domaniaux. Amélioration de l'éclairage public, des ronds-points et espaces publics. Toutefois, Dieudonné Bantimba a appelé les élus locaux à une action citoyenne en sensibilisant le maximum de citoyens à accomplir le jour du vote leur acte citoyen. Parlant présidentiel de mars 2021, c'est dans cette perspective que les élus et ressortissants de la cuvette ouest se sont retrouvés le week-end dernier à Pointe-Noire à l'effet de soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Les comptes rendus de cette rencontre citoyenne dans ce récit des Demontes Mavungu et Héritier Ito. Le club 2002 Pur se met déjà en ordre de bataille et place ses équipes en vue de mobiliser l'électorat en faveur de leurs candidats au moment venu. Cette réunion de mise en place des unités ou forces de mobilisation du club 2002 Pur à Wendy participe à cela et en tout 10 bureaux de ces unités de mobilisation ont été installés dans les 10 quartiers que compte le 5e arrondissement. Ces 10 bureaux seront chapeautés par une coordination de 10 membres, laquelle coordination sera dirigée par Alphonse Mongo, président du club 2002 Pur à Wendy. D'ailleurs, à la rencontre, il a circonscrit l'événement. Ces bureaux sont donc installés et ce n'est pas tout, puisqu'il faudra désormais à ces unités de mobilisation de se mettre sur le terrain de l'action jusqu'à la victoire de leurs candidats. Votre organisation doit s'étendre dans toutes les rues de Wendy, dans tous les blocs de Wendy. Et je lance donc un appel solennel à la mobilisation générale. Vous devez, dès à présent, commencer à parler avec nos parents, avec nos amis et connaissances dans l'arrondissement, pour porter la bonne parole, la parole de l'espoir, la parole de la vérité. Le message est donné. Quitte à ces unités de mobilisation de prouver de quoi elles sont capables. Et le repos pour ces équipes, a dit juste Désiré Mundele, n'est permis que le 22 mars prochain. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait plutôt là de cette réunion de mise en place des unités de mobilisation du Club 2002 Pur, réunion présidée par le secrétaire général de ce parti politique. C'est une réunion qui se tient prélude éventuellement à la présidentielle de mars 2021. Revenons à présent sur ce que nous avons annoncé avant cet élément. Le peuple congolais est appelé à se prononcer aux urnes le 17 mars pour la force publique et le 21 pour les restes de la population. C'est dans cette optique que les élus et ressortissants de la cuvette ouest se sont retrouvés. C'était le week-end dernier à Pointe-Noire, où à l'effet donc de soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Compte rendu de cette rencontre avec Demontes Mavungu et Héritier Ito. Après l'appel de Mbomo 2 du 7 février 2021, les élus de la cuvette ouest ont focalisé leur action par une rencontre citoyenne avec la dynamique cuvette ouest de solidarité Pointe-Noire-Quilo. Une initiative de Richard Okiesi, président de la dite dynamique, qui par son mot de bienvenue a situé l'auditoire sur la cérémonie du samedi 13 février 2021 dans la salle de mariage de l'arrondissement Katlouanzili. Une rencontre citoyenne rehaussée de la présence de certains officiers de la République, invités d'honneur, des membres de l'amicale des parlementaires de la cuvette ouest ainsi que la PECO. En sa qualité de président de la PECO, Léon Alfred Opipa, en présentant le bureau de la dite amicale, a tenu à préciser les objectifs de cette force de mobilisation et de soutien des actions du président Denis Sassou Nguesso. Pourquoi la PECO? La PECO a été créée
par vos frères et sœurs qui sont là pour soutenir le président de la République, le camarade Denis Sassou Nguesso, pour soutenir le parti du président de la République et les partis de la majorité présidentielle, mais également pour défendre et accompagner le système. C'est ça les objectifs de l'APECO. Et nous sommes donc venus ici parce que le bureau de la dynamique Cuvette Ouest Solidarité, Kouilou, Pointe-Noire nous a invités. Pourquoi? Parce que nous avons pour mission de mobiliser les populations ouest-couvetoises, mais au-delà de ceux qui sont d'accord avec les idéaux de construction nationale, de paix, de sécurité du président de la République. Donnant ensuite l'occasion au rapporteur de restituer l'appel de Momo II, exhortant à soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso par une opération de collecte spéciale de fonds, dévoilant les doléances des sages et populations de la Cuvette Ouest en révisitant les travaux inachevés de la municipalisation. Clôturant la cérémonie, le président Richard Okiesi a lancé un appel à la mobilisation générale de la dynamique Cuvette Ouest Solidarité Pointe-Noire Kouilou à voter massivement Denis Sassou Nguesso le 21 mars 2021. Toujours à Pointe-Noire, l'Union pour la restauration du Congo, URC en sigle, de Dominique Basseila, a tenu le week-end dernier également sa convention fédérale qui a conduit à la mise en place de la commission fédérale de contrôle et évaluation, mais également du bureau exécutif. Ce bureau est également désigné par le président de ce parti comme coordination départementale et communale de campagne pour les comptes de ce parti, envie de faire élire là aussi dès le premier tour le candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle scrutin du 21 mars 2021. Le reportage à Pointe-Noire de Jean-Pierre Février et Kevin Lemoussou. Sous la direction du président Dominique Basseila, le bureau politique du parti URC s'est retrouvé à Pointe-Noire pour mettre fin aux instances fédérales ad hoc du parti à travers la mise en place des instances définitives de l'Union pour la restauration du Congo. La salle de conférence de Suéco a été choisie pour ce rendez-vous politique du samedi 13 février 2021. Cadres et militants ont été édifiés de la nouvelle philosophie qui fonde l'idéologie du parti, telle que dégagée par le président Dominique Basseila dans ses allocutions d'ouverture et de clôture, galvanisant les troupes à fédérer leur choix à la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle scrutin du 21 mars 2021. Nous voici arrivés au terme des travaux de votre convention fédérale. La direction politique nationale, par ma voix, vous félicite chaleureusement pour les résultats auxquels vous avez abouti. Vous venez de lire dans les instances de la Fédération des femmes et des hommes qui vont conduire le destin de notre parti dans le département de Pointe-Noire. Camarades membres du bureau exécutif fédéral et de la commission fédérale de contrôle et de vérification du parti, vous avez la lourde responsabilité de gérer notre parti du RC dans le département. Demain, c'est-à-dire dans 35 jours, aura lieu l'élection du président de la République. À compter de ce jour, vous êtes établi également coordination départementale et communale de campagne pour le compte de notre parti. Tous ensemble avec les autres partis, la majorité présidentielle. Dans les partis qui soutiennent le candidat Denis Sassou Nguesso, vous prendrez une part active à cette compétition, la campagne, pour que notre candidat soit élu avec un score qui ne suffira ni de revendication ni de contestation.
Une convention fédérale élective soldée par l'élection d'un bureau exécutif fédéral de 14 membres ayant à sa tête Sostène Narcisse Yombo, suivi d'une commission fédérale de contrôle et de vérification du parti, des bureaux exécutifs de session avec des bureaux par arrondissement, des motions de soutien et une animation de masse ont clos la cérémonie et permis au président Dominique Basseila de jauger la capacité de mobilisation de l'URC et sa ressource humaine. Et puis cette dépêche culturelle avant de boucler cette édition, l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon, créé en décembre 2019, qui a à son actif 2 mini-albums, Choc et L'Art de la Guerre pour voir, et un single également, vient de totaliser 1 million de vues en 2 semaines seulement avec le titre Nasuka Wapi, un record jamais réalisé dans l'histoire de la musique en République du Congo avec la dextérité du label Universal Music Africa et de son manager Bébé Retou. Extra Musica Nouvel Horizon est déjà en préparation de son tout prochain album intitulé Vision. Voilà, c'est avec cette note culturelle que nous mettons un terme à cette édition. Félicitations à Extra Musica Nouvel Horizon. Au revoir et à très bientôt.